Chapitre 1. La renarde Hong-hu. À Guanping vivait un homme d'un certain âge du nom de Feng. Il avait un fils nommé Xianzhu. Tous deux étaient aspirants lettrés. Le père frisait déjà la soixantaine et on ne lui connaissait nul écart. Cette famille ne pouvait guère faire abstinence vertu, tant la nécessité y pourvoyait. En quelques années, mère et bru moururent. Ainsi, les deux hommes se virent-ils astreints à faire le ménage, décortiquer le riz et la corvée d'eau. Une nuit, alors qu'il était assis à admirer le clair de lune, Xianzhu remarqua qu'une jeune fille l'épiait par-dessus le mur du levant. Elle lui parut d'une grande beauté et lui adressait maintes sourires. Il s'approcha, le sourire ne s'effaça pas. Il lui fit des signes d'invite, mais elle se montrait hésitante. Elle ne s'éloignait pas pour autant. Une invite plus franche la fit céder. Une échelle lui permit de sauter le mur, puis elle sauta le pas. Après qu'ils eurent ainsi fait connaissance, il jugea opportun de lui demander qui elle était. « Je suis l'une de vos voisines, et j'ai pour nom Hong-hu. » L'aspirant lettré se trouva si épris qu'il aspira à la revoir toutes les nuits et lui fit des serments d'éternel amour. La belle n'y vit rien à redire. Ainsi en alla-t-il 6 mois durant. Il survint une nuit où le père Feng dut se lever pour gagner le fond de la cour, afin de se libérer de ses humeurs. En passant devant la chambre de son fils, quel ne fut pas son étonnement d'entendre des soupirs entrecoupés de rires féminins. Il fit irruption dans la chambre et put y constater de visu qu'il y entendait encore bien. Il fit sortir son fils et déversa sa bile. « Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Quelle engeance ! Une bête ! Tu n'es qu'une bête ! Comme si nous n'avions pas assez de problèmes comme ça. Tu ferais bien de mettre autant d'ardeur à tes études. Au lieu de cela, tu te livres à la débauche. Si cela venait à se savoir, tu passerais pour un dépravé. Et même si ça ne se sait pas, tu rapproches le terme de ta vie. Certes, nous sommes dans le besoin, mais j'entends que ce soit un besoin irréprochable. » Le fils s'était jeté aux genoux de son père et, au milieu des pleurs, reconnaissait ses torts et témoignait de son repentir. Le vieil aspirant lettré, sans reprendre souffle, morigéna d'importance la donzelle. « Et toi, qui es-tu pour enfreindre ainsi les règles de la pudeur féminine ? En te couvrant d'opprobre, tu déshonores celui qui t'a entraîné dans pareille infamie. Si cela venait à se savoir, ce n'est pas notre humble maison seule qui deviendrait la risée du village. » Il se retira, drapé dans sa dignité outragée. La jeune fille aussi était en larmes. « Le blâme qu'a jeté sur moi votre honorable père m'a mise plus bas que terre. J'en suis mortifiée. Ici s'achèvent nos si doux moments. Nous ne pouvons aller contre la volonté d'un père, mais si votre amour est sincère, je vous offre de partager mon nom, nonobstant l'outrage. » Elle s'y refusa tout net. Il en fut au désespoir. La jeune fille interromput ses épanchements. « Nous nous sommes unis tous deux, sans l'entregent d'une entremetteuse. Pas plus qu'avons-nous requis l'approbation de nos parents. Des amours clandestines ne nous permettront pas de vieillir ensemble. Je connais un bon parti dans la contrée auprès duquel vous pourrez faire une demande en mariage, dans le plus absolu respect des règles en usage. » Le jeune lettré lui opposa l'état de dénuement dans lequel il était. « N'ayez crainte, répliqua Hong-hu, j'en fais mon affaire. Retrouvons-nous la nuit prochaine. » Elle revint en effet, porteuse d'un pécule de 40 taels de précieux métal d'argent qu'elle offrit au jeune homme avec ces mots. « À 60 lis d'ici, au village de Huhu, vous trouverez la famille Wei. Leur fille a 18 ans et n'est toujours pas mariée. Le prix que ses parents en attendaient est exorbitant, ce qui a découragé tout prétendant. Vous avez là de quoi susciter leur intérêt et vous ouvrir les portes de la félicité. » Sur ces mots, elle prit congé. Le jeune lettré se saisit de la première occasion pour s'ouvrir de son projet de mariage à son père en taisant soigneusement le pécule reçu de sa maîtresse. Le vieux s'y opposa de prime abord, trop certain d'un humiliant échec dû à leur pauvreté.
C'est bien à contre-cœur qu'il finit néanmoins par céder devant l'insistance de son fils. Le jeune lettré emprunta une monture et un valet pour se rendre chez les Wei, qui étaient des paysans. Il fit sortir le père pour prendre langue. C'était bien sûr manière de se faire voir. Et le vieux ne s'y trompa pas. Il ne pouvait avoir affaire qu'à une famille de vieilles souches pour que le rejeton eût une telle prestance. En son fort intérieur, il trouvait cette première impression assez favorable. Mais la prudence paysanne n'était pas une invention, et il fut avare de paroles, toutes plus mesurées les unes que les autres. Le paraître, c'est bel et bon, mais l'avoir seul peut emporter la décision. Le jeune homme fut sensible à ces atermoiements et, plus qu'entre les paroles, comprit entre les silences. Il vida sa bourse sur la table. L'effet fut immédiat. Le visage du futur beau-père rayonna et lui, s'y posé, fit la chercher un voisin lettré pour servir de témoin. Ensemble, ils dressèrent le contrat de mariage sur papier rouge, symbole d'union. L'affaire ainsi fut dite et même écrite. Xianzhu fut admis dans la maison et salua sa future belle-mère. Maison si modeste et pièce de vie si exiguë que la mère faisait écran devant la promise. Des regards à la dérobée convainquirent le jeune lettré de la fraîche beauté de la jeune fille, en dépit de sa mise rustique de grossier tissu. Il fut au comble du contentement. Le père Wei dut faire appel à son voisin pour trouver une pièce ou offrir un repas à son futur gendre et promis. « Votre honorable personne n'aura pas besoin de venir chercher la jeune mariée. Nous allons lui préparer un modeste trousseau. Dès qu'il sera prêt, nous accompagnerons les deux jusqu'à chez vous. » Avant le départ du jeune lettré, on convint d'une date. Xianzhu rentra au village. C'est à genoux qu'il rendit compte à son père de son heureuse ambassade, dont la conclusion tenait à ce que les Wei dédaignaient l'argent et faisaient grand cas d'une famille de lettrés, même pauvres. Le vieux Fang ne cacha pas son contentement. Au terme convenu, les Wei vinrent en effet livrer leur fille. La nouvelle bru se montra diligente et économe, docile aussi. Le couple vécut en harmonie. 2 ans plus tard, ils eurent un enfant qu'ils appelèrent Fuar, ce qui en fit un double bonheur. Le jour de la fête de la pureté et de la clarté, la famille, au grand complet, se rendit sur la tombe des ancêtres, l'épouse avec son enfant dans les bras. Ils croisèrent la route d'un obero du nom de Song. C'était un ancien magistrat, écarté de ses fonctions pour avoir trompé dans une affaire de pot de vin. Il s'était depuis retiré sur ses terres et s'y conduisait en redoutable prédateur. Lui aussi avait sacrifié au rite de l'hommage aux défunts. Mais ce qui l'intéressait, c'étaient les vivants, et particulièrement les femmes. Et particulièrement cette entrevue parmi les tombes et dont la beauté avait fait une proie. De villageois interrogé, il apprit de qui elle était l'épouse. Il pensait qu'un pot de vin conséquent suffirait à circonvenir ces crève-la-faim de lettrés. Il dépêcha un de ses sbires auprès du mari pour lui mettre en main le marché. Dès les premiers mots, la colère fit bouillir le sang de Xianzhu. Mais il préféra feindre d'en rire, trop conscient de l'inanité d'une confrontation avec le puissant clan des Song. Il informa son père de cette inconvenante visite. Le sang du vieux Feng ne fit qu'un tour. Il partit à la poursuite de l'émissaire, qui l'accabla d'invectives. Au demeurant, l'homme n'attendit pas son reste. Song n'était pas le genre d'individu dont on put, à bon droit, entraver l'assouvissement de ses fins. Il fit donner ses hommes de main. Père et fils furent roués de coups au milieu d'un vacarme de tous les diables. La jeune femme laissa l'enfant au berceau pour tenter de leur venir en aide. Elle se précipita sur le seuil de la maison, échevelée, en appelant au secours. Les ruffians s'en saisirent et ramenèrent leur butin avec des clameurs de joie mauvaise. Père et fils, gisant au sol, geignaient de douleur et d'impuissance, et l'on entendit les vagissements du bébé sur sa couche. Des voisins, pris de compassion, soutinrent les 2 hommes jusqu'à leur lit. Il fallut plusieurs jours à Xianzhu pour se remettre sur pied, en appui sur ses cannes. Mais son vieux père, incapable de rien ingérer, mourut après avoir vomi du sang. Xianzhu versa des larmes amères, puis son fils dans les bras alla déposer plainte.
L'affaire arriva jusqu'à la cour de justice du gouverneur militaire, qui, après maintes mises en attente et reports, se déclara incompétent. Déjà fort atteint par ses revers, Xian Lu fut au désespoir quand il apprit que sa femme avait préféré la mort aux complaisances de l'esclave. Le jeune lettré, révulsé par tant d'injustice et accablé par le sort, était aussi habité par l'idée de vengeance qu'il était envahi par le sentiment de sa faiblesse. Il se rêvait assassinant Song au premier détour de la route, mais se voyait aussitôt aux prises avec son escorte de coupe-jarret. Surtout, à qui confier l'enfant qui risquait ainsi d'être privé de père? Cela le tourmentait, et ses nuits en étaient inquiètes. Un jour, un robuste gaillard s'en vint lui présenter ses condoléances. L'inconnu arborait favoris épais et barbe en bataille. Xian Lu l'invita à s'asseoir. Avant même de s'être présenté, le visiteur l'apostropha. « Quoi ? Votre père a été tué, votre femme enlevée, et on dirait bien que vous ne songez plus même à les venger. » Le jeune lettré le soupçonna d'être un mouchard ou un provocateur à la solde des Song. Ainsi, sa réponse fut-elle circonspecte. Tout soudain, l'inconnu tonna de colère et ses yeux lancèrent des éclairs. « Et moi qui te croyais un homme, je ne découvre qu'un couard !» San Yu s'émut d'un tel emportement. Il se jeta à ses genoux pour le retenir. « D'abord, je vous ai cru envoyé par les Song pour sonder mes intentions, mais je sais pouvoir maintenant vous parler sans détour. Si je survis à ma douleur, c'est de me nourrir d'une amertume remâchée et de m'altérer de vengeance. Mais je suis mort d'inquiétude pour le devenir de mon tout petit, encore dans les langes. Il est la continuité de notre lignée. Vous, un homme généreux, pourriez-vous le prendre en votre garde ?» Le redresseur de tort réagit vivement. « C'est trop me demander, et vous vous méprenez. Ce rôle ne saurait m'échoir. C'est affaire de femme que de s'occuper d'un marmot. Ne cherchez pas à vous défaire de ce qui vous incombe. Et laissez-moi en part ce pourquoi vous n'êtes d'évidence pas taillé. » Xian Lu se prosterna, frappant du front le sol. Remerciement ou contrition? L'autre ignora cette larve et sortit. L'aspirant lettré le rattrapa pour connaître son nom. « Si j'échoue dans cette affaire, tu ne sauras à qui adresser tes reproches, pas plus que tes remerciements si je réussis. Et cela me va tout à fait. » Xian Lu pressentit un avenir heurté et crut prudent de s'évanouir dans la nature avec l'enfant. Cette nuit-là, un inconnu franchit les murs d'enceinte du domaine des Song, s'introduisit dans la maison, puis, de subreptices manières et par éprouvée méthode, expédia le notable, ses 2 fils, une bru et une servante dans l'autre monde. Le lendemain, c'est peu dire que l'émoi fut vif à la sous-préfecture où l'on mit en branle la justice. Au dépôt de plainte du clan Song, qui incrimina Xian Lu. Le sous-préfet l'envoya chercher. Il n'y était plus. En pareil cas, disparition vaut presque aveu de culpabilité. La domesticité des Song se joignit aux exemples de la sous-préfecture pour mener des battues des jours durant. Un soir, alors qu'ils s'étaient aventurés jusqu'au mont du Sud, les pleurs d'un bébé les guidèrent jusqu'à Xian Lu qui fut ramené point lié. Chemin faisant, on fut exaspéré par les braillements incessants du bomba et on l'abandonna sur le bord de la route au grand désespoir de son père qui, s'il n'avait pas été sans entrave, aurait voulu mourir. Il comparut devant le sous-préfet. « Pourquoi avoir commis tous ces crimes ?»« Je n'y suis pour rien. Les Song ont été assassinés pendant la nuit alors que j'étais déjà parti de chez moi avec mon bébé dans la journée précédente. Peut-on imaginer m'introduisant chez quelqu'un en catimini avec sur les bras un moutard qui pleure presque sans arrêt? C'est à tort qu'on m'impute cette tuerie. Alors, si vous n'avez pas tué, pourquoi vous êtes enfui ?» Xian Lu se trouva à court d'arguments. Sa culpabilité était établie. Il fut livré au geôlier. Vous me déclarez coupable et ma vie en est le prix. Mais quelle faute mon enfant a-t-il commise? Il est innocent et vous le condamnez tout autant.
Tu as tué des fils. Tu es malvenu pour te plaindre de la mort du tien. » L'aspirant lettré fut démis de son titre. Il fut ensuite soumis à la question selon les règles, ce qui ne suffit pas à obtenir des aveux. Une nuit, le sous-préfet fut arraché au sommeil par un coup lourd sur son lit. Il hurla de frayeur. Toute la maisonnée accourut à la lueur filogineuse des lampes à l'huile. La lumière faite, on découvrit un poignard enfoncé d'1 pouce au moins dans le rebord du lit. C'est qu'on dut s'employer pour l'en extraire. Il s'en était fallu de peu. Le sous-préfet sentit le cœur lui manquer. On sortit Vouge et Pertuisane et l'on fouilla toute la résidence, sans rien trouver ni personne. Le sous-préfet se sentit las et menacé. Au moins, savait-il n'avoir plus à craindre les intimidations de la famille Song dont les ultimes soubresauts étaient ceux d'un oiseau sans tête. Mais il était de son intérêt bien compris, se convint-il, que l'accusé fût blanchi. Il écrivit une requête en ce sens aux autorités supérieures, en plaidant le manque de preuves certaines. Xianzhou fut relaxé et libéré. De retour chez lui, il se sentit bien seul entre ses 4 murs nus et ses jarres qui sonnaient creux. Ses voisins, par bonheur, lui témoignèrent leur compassion, lui apportant de quoi subsister. Il puisa dans ce geste un peu de réconfort. Ses sentiments balançaient entre la satisfaction d'avoir été vengé et l'affliction sans borne au souvenir de tous ses proches disparus. Il gémissait sur son sort misérable et sur celui de son enfant bien-aimé et s'isolait pour pleurer tout son saoul. 6 mois passèrent ainsi. Le souvenir du procès s'estompait peu à peu. Un jour, il demanda à la sous-préfecture qu'il lui fussent restitués les restes de sa femme, ce qui lui fut accordé. Il les enterra et rentra chez lui, la mort dans l'âme. Cette nuit-là, la conscience de son infinie solitude lui fit souhaiter que la mort vînt à lui. Et de façon inattendue, on frappa à l'œil. Il tendit l'oreille et crut entendre une voix parlant à un enfant. Il se leva précipitamment et risqua un regard dans l'interstice des vantaux de la porte. Une femme semblait bien s'adresser à lui. « Dans quel état te trouves-tu, maintenant que ne pèse plus sur toi accusation ?» La voix lui paraissait familière, mais lui semblait aussi venir de très loin, comme un souvenir qui remonterait à sa mémoire. Il s'éclaira d'une torche et reconnut Hong-hu. Un enfant souriant jouait à ses côtés. L'émotion fut à son comble. On se répandit en pleurs qui gagnèrent l'enfant. Il s'accrochait aux robes de la jeune femme, mais elle le repoussait délicatement. « Ne reconnais-tu pas ton père ?» L'enfant regardait Xianlu, les yeux brillants. Lequel réalisa enfin qu'il s'agissait bien de Foire. Il n'en crut pas ses yeux et ne put retenir des larmes de joie. « Mais où as-tu trouvé ce petit ?» « Avant tout, il faut que tu saches que je ne suis pas celle que je t'ai dit être. Je n'étais pas ta voisine, mais une renarde. Par un heureux hasard, une de mes promenades nocturnes m'a amené dans un petit val, un berceau de verdure. J'ai entendu cet enfant pleurer. Je l'ai pris contre moi et suis allé l'élever dans la principauté de Tsin. Quand j'ai appris que s'achevait pour toi le cycle des orages, j'ai décidé de venir te rejoindre avec l'enfant. » Xianlu la remercia en essuyant ses larmes. Foire se pelotonnait contre la jeune femme avec la confiance que montre l'enfant pour sa mère et s'écartait de son père comme d'un étranger. Hong-hu se leva avant l'aube et répondit à Xianzhou, qui lui demandait ce qu'elle faisait. « Il me faut m'en aller. » Le jeune homme se jeta nu à ses genoux en l'implorant. « Ne crains rien, » lui dit-elle. Je n'étais pas sérieuse en disant cela. Mais il faut se lever aux aurores et se coucher à la nuit tombée quand on veut ensemble relever un foyer. Et elle joignit le geste à la parole, arracha les herbes folles et balaya la cour, s'activa à l'instar d'un homme. Le jeune instruit s'alarmait de leur impécuniosité et se demandait s'il pourrait vivre décemment. Hong-yu le rassura. Consacre-toi à tes études et ne t'inquiète pas de savoir s'il rentre ou sort plus ou moins d'argent. En tout cas, nous ne mourrons pas de faim. Et elle trouva la somme nécessaire à l'achat d'un métier à tisser. Elle loua quelques dizaines de mules de terre qu'elle fit cultiver par des métayers. Elle bêchait, sarclait, passait la herse et récoltait le chaume pour réparer le toit. Et elle, comme eux, dut lever
au coucher du soleil. À la voir si courageuse, les voisins lui prêtaient volontiers main forte et la tenaient pour sage. En 6 mois, la maison avait pris un petit air de prospérité et présentait les signes d'une réussite. Xianzhu était admiratif. Ce qui n'était qu'une ruine et désolation, tu l'as fait revivre. Je voudrais n'être pas en reste, mais quelque chose me préoccupe à cet égard. Elle lui demanda de s'expliquer. Le concours ouvrant droit aux nominations approche et mon titre d'aspirant lettré ne m'a toujours pas été rendu. Il est heureux que je n'ai pas attendu que tu m'en parles pour faire le nécessaire, dit-elle dans un sourire. Voilà belle lurette que les 4 taels d'argent que j'ai envoyés au préposé aux examens t'ont permis de recouvrer ton titre. Tu figures à nouveau dans le registre officiel. Le jeune homme vénéra cette renarde, comme on le ferait d'une divinité. Il fut admis à se présenter au concours et obtient le grade de licencié. Il avait alors 36 ans et disposait d'une spacieuse demeure et de champs fertiles. La jeune femme était toute de grâce et de légèreté. On eût dit qu'un souffle de vent pourrait l'emporter. Pourtant, au labeur, elle ne cédait en rien aux paysannes. Même au cœur de l'hiver, et rougie par le froid, ses mains restaient douces et lisses comme la jade. Elle se donnait une bonne 30aine d'années, mais n'en paraissait pas plus de 20. Le rapporteur de ce récit, glané au bord de la route, dit ceci. À un fils vertueux et à un père honorable, justice fut finalement rendue grâce à l'aide de cœurs généreux. Sont généreux le redresseur de tort et la renarde. Que dire de l'attitude du magistrat? On ne peut que s'en indigner. Si seulement le poignard, plutôt que d'atteindre le bois du lit, s'était fiché quelques pouces plus haut. En lisant cette histoire, Su Zhemei aurait vidé un grand verre d'alcool et aurait soupiré. Quel dommage qu'il ait raté sa cible.